Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David, excellente année à vous et à tous les téléspectateurs, bien entendu. Les internautes qui nous regardent, oui. Évidemment à vous aussi Marc. Bon, ce début d'année, quand on voit un peu les indicateurs, on parlera des marchés financiers après, on va vous taquiner un petit peu, mais déjà sur l'aspect macro, les indicateurs, les statistiques qu'on a pu avoir en ce début d'année, on en a eu. On a le sentiment quand on voit, voilà, tout ça est excellent quand même, très bons indicateurs en zone euro, même ailleurs, aux États-Unis. On peut dire que les prochains mois seront peut-être encore meilleurs que les précédents en termes d'activité. On a des bons indicateurs. Je dirais qu'on a des bons indicateurs qu'on appelle avancés, mais qui sont en fait surtout coïncidents. Ça veut dire qu'ils reflètent la réalité actuelle. Et c'est vrai que globalement, ça va mieux, hein, comme disait en son temps François Hollande. Maintenant, ça va bien. On peut même dire, c'est pas seulement ça va mieux, c'est que ça va bien. Un peu partout d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Alors bon, il y a des petits signaux un petit peu parfois négatifs, des commandes qui baissent un petit peu aux États-Unis, des indicateurs de confiance, des ménages qui sont un peu moins bons. Mais c'est vrai qu'on a encore hier l'enquête de confiance dans la zone euro. Très bonne un peu partout. La production industrielle en Allemagne, très bonne également. Aux États-Unis, ça va bien. Bon, il y a des petits bémols. Hein. Ce matin, par exemple, on a eu le commerce extérieur français. Nouveau creusement du déficit extérieur français, 5,6 milliards d'euros. Alors j'ai regardé sur 12 mois, ça fait 63,048 milliards exactement. C'est un plus haut depuis janvier 2014. Donc là, c'est pas non plus l'euphorie. Il faut faire attention de ce point de vue-là. Et on sait très bien pourquoi. C'est que, alors on le voit encore le mois de novembre, on a eu une baisse de nos exportations. Donc ça montre bien que même quand ça va bien, la France n'en profite pas. Malheureusement, comme les autres, c'est pas nouveau, mais ça montre bien moi je pense qu'il faut rester quand même serein, calme. C'est vrai que ça va bien, il faut en profiter. Parce que malheureusement, j'ai fait mon papier de rentrée là justement sur les prévisions 2018. J'ai mis ça commence en fanfare, ça va terminer dans le brouillard. C'est-à-dire que globalement, il y a quand même beaucoup de ralentissements qui sont inévitables et qui vont arriver courant 2018, qu'on ne veut pas voir aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on a envie de se faire plaisir, on a envie de bien commencer l'année. Vous voyez ça où ? Parce que, juste au-delà de ça, la question, c'est d'un côté, il y a les indicateurs, les baromètres, le sentiment des consommateurs, des chefs d'entreprise, et puis il y a les indicateurs en dur. Est-ce qu'ils sont du même calibre Alors justement, c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a quand même un décalage très clair entre ce qu'on appelle, encore une fois, les indicateurs avancés. Donc vous avez par exemple les indicateurs des directeurs d'achat. Ce sont les sentiments, les Oui, c'est plus que ça. Directeur d'achat, c'est-à-dire on interroge le directeur d'achat dans l'industrie, dans les services, donc dans les entreprises bien sûr, qui disent voilà, moi je suis assez optimiste, j'ai des bons carnets de commandes, etc. C'est un sondage quoi. Une sorte de sondage, mais il y a quand même du réel derrière un petit peu. Mais là, c'est vrai que, en fait, depuis 6 mois, que ça soit vraiment en Allemagne, aux États-Unis, en France, on a des indicateurs avancés qui montrent une croissance. Normalement, par exemple, en Allemagne, on devrait être à 3,5% de croissance. Et on est à 2,8 en glissement annuel, 2,5 en moyenne et 2,8. En France, on devrait être à 2. On est plutôt aux alentours des 1,8 dans le meilleur des cas. Aux États-Unis, c'est pareil, on devrait être à 3,5. Hein, si on suit ces indicateurs, même pas, hein, on est à 2,5. Donc sur quoi 2,5% en glissement annuel, c'est-à-dire le PIB, hein, donc là c'est le dur, c'est le concret, le glissement annuel donc du 3e trimestre, on n'a pas encore le 4e, par rapport à l'année précédente. Donc c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Par contre, il y a des pays, c'est l'inverse. Par exemple, aujourd'hui, si on prend le cas de la Chine, là on devrait avoir, alors même si ça va mieux depuis quelques mois, mais on aurait dû avoir un ralentissement qu'on n'a pas forcément eu, mais le ralentissement est quand même là parce que dans ces pays-là, notamment en Chine, il est volontaire. Le gouvernement chinois veut ralentir la machine parce qu'il est conscient qu'il y a une sorte de bulle qui s'est formée. Hein, il faut savoir, par exemple, en Chine, depuis 1980, le PIB, hein, donc la richesse réelle, hors inflation, a augmenté, donnez un chiffre. J'ai aucune idée. 2860%. 2860%. Depuis quand Depuis 1980. Depuis 1990, ça a augmenté de 1400%. C'est amazing, comme disent les Américains. C'est énorme, hors inflation. C'est-à-dire que si vous ajoutez l'inflation, c'est le double. Donc, même les Chinois eux-mêmes vous disent, bon, écoutez, ça va très bien. J'y étais la dernièrement en Chine, justement. On voit cette dynamique. Mais on voit aussi que ça va peut-être un peu vite, peut-être un peu loin. Donc, même eux, même le gouvernement chinois, je pense que c'est le seul gouvernement au monde où les prévisions sont moins optimistes que les chiffres. C'est-à-dire, il nous dit, là on est à 6,9% de croissance, il nous dit qu'il faut tomber à 6,5%. Moi je pense même qu'on fera 6,3% parce qu'on ne peut pas vraiment... C'est un problème de riche, ça, dans ce sens-là. Oui, sauf qu'effectivement la Chine aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 500 millions de personnes qui vivent correctement, contre 100 millions au début des années 90. Donc il y a un vrai progrès. Hein, mais il y a encore 800 millions effectivement qui attendent. Mais le danger, c'est que ça aille trop loin, c'est qu'il y ait de la surchauffe, c'est qu'il y ait des créances douteuses dans les banques, qu'il y ait une bulle du crédit qui soit formée. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les Asiatiques, au sens large, et les Chinois notamment, sont plus intelligents que nous. C'est-à-dire, ils sont conscients qu'on a une bulle et ils veulent la dégonfler en douceur. Alors que nous, on nous dit, mais non, il n'y a pas de bulle, tout va bien. Et malheureusement, plus ça dure, plus l'atterrissage sera douloureux.
Et en même temps, tout est favorable. Encore une fois, on a une croissance à peu près partout dans le monde, synchronisée, on a une inflation qui est basse, des profits qui sont là. Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler ce scénario plutôt optimiste, mais en même temps, c'est la réalité du... Justement, comme en début d'année, je fais un petit peu la typologie des risques qui nous menacent. Il y en a beaucoup. Alors évidemment, mais tous les ans, il y en a beaucoup et au final, oui, bien sûr, mais on a eu. C'est vrai qu'il y a. Non, mais la chance qu'on a eu l'année dernière, c'est qu'il y avait des risques politiques en Europe. Il y avait les Pays-Bas, il y avait la France, il y avait l'Allemagne. C'est rétroviseur. Et oui, non, d'accord, mais on les a passés, mais c'était des vrais risques. Mais il y en a encore là, qu'est-ce qu'on a? Là, il y a les risques effectivement géopolitiques, d'attentats, bon ça évidemment on ne maîtrise pas. Oui, mais tous les ans il y a ça. Et malheureusement, la Corée, c'est habitué. Il y a eu des missiles qui ont été lancés, pour autant le marché américain a monté. Moi je pense que le risque, on en parle très peu, mais je pense que le vrai risque pour nous, il est toujours en Europe. Ce sont les élections italiennes au début mars 2018, donc dans quelques mois, où là effectivement on en parle pas. Qui pourrait déboucher sur une coalition instable, dit-on. Certes, mais pire que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le parti d'extrême gauche, entre guillemets, qui est leader. C'est-à-dire le parti qui a le plus de voix aujourd'hui, à peu près entre 28 et 30%, emmené en plus par une sorte d'hybride entre Mélenchon et Macron. C'est Luigi Di Maio, qui est donc un dirigeant d'extrême gauche, un peu comme Tsipras en Grèce, qui est jeune, qui est dynamique. Et donc, si effectivement il emporte les élections, sachant que de l'autre côté, l'opposition, c'est plutôt Berlusconi c'est une union de la droite avec deux partis eurosceptiques, voire europhobes. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, ça ne va pas être l'euphorie après les élections en Italie. Et ça, personne n'en parle. Et ça pourrait déboucher sur quoi alors? Si on a une crise politique en Italie, avec peut-être des tentations gouvernement qui n'a pas de majorité, contre l'Europe, évidemment, c'est pas bon globalement pour la construction européenne. En plus, Mme Merkel est quand même gênée aux entournures. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille les prochains mois pour Mme Merkel. Alors, est-ce que Macron va pouvoir, lui seul, je sais que c'est présenté comme le sauveur, pouvoir sauver tout le monde? J'en doute un petit peu, parce que là aussi, il y a une sorte de bulle. On ne veut pas voir, on pense que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a aussi des dangers qui sont là. Qu'est-ce que Marc, toi, tu vois que le reste du monde ne veut pas? Je vais vous donner un exemple, très simple. La dépense publique ne baisse toujours pas en France. Et Macron le dit lui-même, le gouvernement le dit lui-même. On ne baisse pas la dépense publique. Même le FMI, hier, il a sorti une petite annonce en disant ça serait bien que vous baissiez un petit peu la dépense publique. En plus, ça va un peu mieux. Donc, non, on baisse. Donc, ça veut dire que le jour où ça va faire mal, où on va se réveiller, parce que là, pour l'instant, nous sommes tous endormis. Nous sommes tous endormis. Les investisseurs prêtent, Marc, vous le savez, à 0,8% à 10 ans à l'État français. On le sait pourquoi. On ne se stresse pas, on se calme. Non, mais je ne suis pas du tout stressé. On le sait pourquoi. C'est qu'effectivement, quoique un petit peu quand même, on le sait pourquoi. Parce que la BCE, effectivement, inonde de sa planche à billets le monde. Les taux d'intérêt. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui va se passer après septembre. Pour l'instant, on sait que pour l'instant, il y aura 30 milliards d'euros de rachat d'actifs tous les mois, on passe de 60 à 30 de janvier à septembre. À partir de septembre, pour l'instant, officiellement, on ne sait pas ce qui se passe. Non, mais ce qui me gêne, c'est l'après. C'est-à-dire, même si la BCE continue, qu'est-ce qui se passe après? D'ailleurs, je vous donne un scoop. Tiens, voilà, c'est mon prochain livre qui va sortir bientôt, soit en juin, soit en septembre, parce qu'il faut que j'ai le temps de l'écrire, de finir, qui va s'appeler Un monde de bulles. Nous sommes complètement envahis par les bulles. On va en parler peut-être, une bulle boursière, une bulle obligataire. On l'avait dit, les taux sont extrêmement bas, alors qu'on a une dette publique de 100% du PIB. Pardon, sur la bulle boursière, les ratios de cours sur bénéfices, ils sont chers, c'est haut, mais on a déjà connu ça. Il faut savoir ce qu'on appelle une bulle. Une bulle, c'est simplement lorsque les grandeurs financières vont trop loin par rapport à la réalité économique. C'est ça une bulle, la définition stricto sensu. Alors après, c'est pas spéculatif, on n'est pas en 29, ok, je suis d'accord de tout ça. Mais le problème, c'est que quand on compare l'économie réelle et les performances des marchés financiers, on voit qu'effectivement, ça diverge de plus en plus. Complètement, voilà, tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, je l'ai dit d'ailleurs ici même, et c'est pourquoi, pour l'instant... Oui. Marc Toiti, c'est le type qui vient tous les 6 mois ici, tous les 6 mois, il dit les marchés actions, non, c'est pas vrai. Ça a baissé de 15% et ça remonte. Non, baromètre inversé. Je l'avais dit en 2015 et ça s'est produit. Il faut être honnête quand même. Et j'avais dit l'inverse en 2009. J'étais l'un des rares à dire que ça allait remonter, et ça a remonté. Donc non, mon but, encore une fois, c'est d'avoir... J'ai fait le bilan des prévisions l'année dernière. C'est vrai que j'ai fait 5 grandes erreurs de prévision contre une l'année précédente. Bon, on ne peut pas avoir raison tout le temps, mais bon, il y a 50 bonnes prévisions aussi. Mais c'est vrai qu'on regarde toujours les mauvaises. Il faut être honnête, je suis le seul à le faire depuis 20 ans. Je suis le seul économiste en France à dire, voilà, là, mon équipement, on avait dit ça, là, on a eu raison, là, on a eu tort, tous les ans. C'est de l'humilité, c'est de la responsabilité vis-à-vis des internautes, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous aiment bien, même ceux qui nous aiment pas. Pourquoi vous êtes planté, notamment sur la hausse des marchés boursiers? On a eu 10% du CAC 40, vous étiez sur une baisse. Voilà, c'est très simple, encore une fois, parce que je me rattache aux fondamentaux économiques. Parce que la plupart aujourd'hui des économistes ou des boursicoteurs, ils font leurs prévisions sur un peu ce que tout le monde pense, sur le consensus. Moi, je faisais mes prévisions sur la réalité économique. Donc, j'ai fait un calcul simple. Aujourd'hui, pour justifier un Dow Jones à 24 000 points à l'époque, maintenant 25 000 points, il faudrait une croissance mondiale de 8 à 9%.
Qu'on n'a pas. On est à moitié moins. 3,5. Peut-être même 3,2 en 2018. Donc on n'y est pas. Donc moi, en tant qu'économiste, si vous voulez, je me dis, là, on a un écart entre la grandeur, la variable financière et la valeur réelle. Idem sur les taux longs, les taux obligataires. Aujourd'hui, quand la France a une dette publique de 100% du PIB. C'est comme ça. Mais oui, mais... Pardon, mais là, peut-être imaginer qu'on est un peu comme le Japon maintenant. On est rentré dans une phase de taux qui ne seront pas pendant longtemps. Le Japon, c'est différent. Pourquoi? Parce que le Japon est en économie fermée. Certes. 97%. Mais il y a des taux bas depuis maintenant 20 ans. Oui, c'est vrai. Mais sauf que le Japon, aujourd'hui, je rappelle qu'on est à 23 000 points sur le Nikkei. Ouais. On était à 40 000 points en 1991. 80, les années 90, il ne faut quand même pas l'oublier. Ouais. Donc on n'a toujours pas retrouvé le niveau. Ça, c'est vrai. Vous prenez le CAC 40, pareil. On a fait frôler les 7 000 points en 2000. On n'y est toujours pas aujourd'hui. Dividende réinvesti, c'est pas vrai ce que vous racontez. C'est vrai, je suis d'accord. Mais globalement, et là, on retrouve justement une réalité économique. Il faut que nous ayons des dividendes dans cette bourse. Donc, c'est ça pour moi mon problème. Maintenant, très honnêtement, pour l'instant, je me suis trompé dans le timing. Alors, j'ai encore 3 mois avant d'arrêter de faire des prévisions boursières définitives. Mais j'avais pris l'engagement. Je suis en pourparlers avec Steven Spielberg. Peut-être qu'il va m'embaucher comme acteur pour ma reconversion. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. Il arrive un moment où l'économie n'a plus lieu d'être. Donc, aujourd'hui, c'est le cas. Je le dis tout à fait humblement. Eh bien, les grandeurs financières n'ont plus rien à voir avec la réalité économique. Je pourrais parler du Bitcoin aussi. Là aussi, on nous dit que la Bitcoin, c'est la monnaie de l'avenir. Il faut être sérieux. 90% des Bitcoins sont détenus par 5% des intervenants sur le marché. C'est une plateforme de blanchiment d'argent. Point. Donc là aussi, il faut retrouver... mais malgré tout, l'euphorie peut-être va se poursuivre. On voit 4% quasiment de hausse CAC 40 depuis le début de l'année. Et encore une fois, les profits sont au rendez-vous. On a eu des hausses de profits. Oui, mais d'où viennent ces profits? C'est ça qui m'inquiète par contre. Là, c'est une vraie source d'inquiétude. On a eu quoi sur CAC 40 en 2017? Une hausse de quoi, 10% des profits? Oui, non, mais c'est bien. Mais d'où viennent les profits? Parce que vous savez, les profits, il y a le bon profit et le moins bon profit. Le bon profit, c'est quand vous avez une hausse du chiffre d'affaires bien supérieure à la hausse des coûts. Puis le mauvais profit, c'est quand vous avez un chiffre d'affaires qui stagne ou qui baisse un peu, mais que la baisse des coûts, le cost-cutting est plus fort. Et bien aujourd'hui, on en est toujours là. On en est toujours là. C'est ça qui est fou. Je vois malheureusement des bonnes entreprises, y compris françaises, qui ont des bons résultats et qui nous disent cette année, ma stratégie, c'est du cost-cutting. Ça, c'est pas de la stratégie. On va couper dans les coûts. Vous comprenez? Voilà, on va couper dans les coûts. Donc évidemment, il y a des profits derrière. Ça, c'est dangereux. Je ne vais pas jouer mon Mélenchon, entre guillemets, mais ça, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle doit, heureusement, il y en a beaucoup qui le font, elle doit investir, elle doit innover. Voilà. Donc ça, c'est vrai que la bonne nouvelle, là, par exemple, en France, de la fin d'année, c'est qu'on avait une hausse de l'investissement. Par contre, je suis désolé de le dire, qu'il y a beaucoup de signaux de ralentissement. Je parlais tout à l'heure de l'Italie, je parlais également de la Chine, parce que n'oublions pas que la Chine, c'est le leader de la croissance mondiale depuis 15 ans. Le numéro 2, c'est l'Inde. Or, ces deux pays aujourd'hui ralentissent. Ce n'est pas la récession, c'est pas dramatique. Mais ça ralentit. Donc forcément, il y aura une croissance mondiale moins forte en 2018 qu'en 2017. Rien de dramatique non plus. Moi, pour l'instant, je tape sur 3,2 contre environ 3,5 en 2017. C'est pas méchant, mais ça ralentit quand même. Donc il y a quand même beaucoup de facteurs de risque qu'on ne veut pas voir. Tant mieux, tant mieux. Moi, je suis optimiste, donc c'est vrai que ça fait du bien. Vous voyez un peu le verre d'eau à moitié vide, parce qu'encore une fois, on a quasiment 2% de croissance en France, un peu plus encore en zone euro. C'est super, je veux dire, l'inflation est basse, encore une fois, les bénéfices sont au rendez-vous. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, n'oublions pas d'où on vient. On vient d'une situation où, effectivement, on avait une forte baisse de la croissance. On a fait une relance historique, jamais aussi pléthorique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde entier, finalement. Et finalement, on a combien de croissance? 2,5 aux États-Unis, 2 voilà, en France. C'est rien par rapport à ce qu'on a mis dans le circuit. Donc, il y a un effet de rattrapage. Prenez par exemple la Grèce. On est venu la Grèce, on dit « Ah, ça y est, ça redémarre ». J'espère pour eux. Bon, mais aujourd'hui, le niveau du PIB grec est encore 26% en deçà du niveau de 2007. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a injecté en Grèce, 350 milliards d'euros, on est encore largement en deçà, 26%. Ils ont fait beaucoup d'efforts aussi, les Grecs. Non, je dis pas le contraire. Cet argent italien était pour rembourser les dettes, etc. C'est vrai. Mais la croissance, il n'a pas été investi dans l'économie grecque. C'est ça le problème, c'est que la croissance n'est pas à l'aune de ce qu'on a mis dans le circuit. Donc, moi, mon inquiétude, c'est quand va-t-on payer et comment va-t-on payer? Parce que plus la bulle, elle dure, plus c'est dur de s'en sortir, plus c'est difficile effectivement de s'en sortir. Donc pour moi, il y a ce monde de bulles, que ce soit la bourse, les marchés obligataires, même l'immobilier. On sait très bien en France, par exemple, aujourd'hui avec la LIFI, la taxation sur l'impôt sur la fortune uniquement immobilière, beaucoup d'investisseurs qui vont délaisser un petit peu l'immobilier. Donc là, il risque d'avoir là aussi un marché un peu moins porteur. On a également cette bulle politique globale où globalement on a l'impression que tout va bien. Et là aussi, on ne regarde pas les risques. Le Bitcoin, bien sûr, tout ça, il faut qu'on paye tôt ou tard. Donc c'est lié à l'argent pas cher, tout ça est lié à l'argent pas cher. Exactement. Donc il faut aujourd'hui que... Mais ça peut durer encore, vous savez. Je pense que... Mais oui, c'est ça le problème. Tant que l'inflation restera basse, on pourra rester... Les banquiers centraux, malheureusement, n'ont pas le courage
d'affronter la réalité et de dire « mais non, ça suffit ». Ils ont tellement peur, justement, et depuis des années, d'avoir un ralentissement. Ils disent, bon, allez, on continue. C'est un peu comme les enfants, pour qu'ils vous laissent tranquille, vous leur donnez. Sauf qu'après, une fois qu'ils ont 20 ans, c'est trop tard. C'est ce que je veux dire. Donc, on a un problème aujourd'hui de cadrage. Et donc, c'est le rôle aussi des économistes de le dire. Maintenant, effectivement, je reste optimiste. Je suis content d'avoir une bonne croissance. Profitons-en, parce que ça ne va pas forcément durer. Bon, d'ici là, il aura écrit un bouquin, on l'aura reçu, on aura vu un petit peu au niveau des prévisions ce que ça donne. Avec Marc plaisir. Toitier était donc votre invité aujourd'hui, Merci. donc dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Marc. Avec plaisir, bonne année, malgré tout.